plaît alors. Ce que vous aurez vécu plus fort ce soir, c'est pas de me voir ou éventuellement de voir le film. À tout à l'heure avec Gilles et avec François de l'autre côté de la rue. Mais c'est d'être aussi nombreux dans la salle de l'égalité ce soir. Et je pense que la politique, elle se fait par les corps aussi. Elle se fait par de la chaleur, elle se fait par tout ça. Et donc, quand on chante, on se sent reconnu. Il faut partir d'un constat. Les gilets jaunes ont gagné un round. Vous savez pourquoi? Parce que on a cette habitude de dire ouais mais on n'a pas gagné, puis les marches ça sert à rien, puis à quoi ça a servi, puis tout ça. Bon, puis quand on est de gauche, comme je le suis, on est habitué à la défaite de toute façon. De défaite en défaite, nous volerons vers la victoire. Et quand on gagne, il faut le dire. Et il faut le faire savoir. C'est pas tous les jours que l'oligarchie elle met un genou à terre. On n'a pas gagné la guerre, on a remporté une bataille, mais on n'a pas remporté la guerre. Vous savez, la guerre des classes dont parlait Warren Buffett, quand il était première fortune mondiale, il disait « C'est une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. » Et bien là, on a remporté un round dans cette guerre-là, il faut le dire. Deuxième chose, moi je crois à la masse, la masse, la masse, la masse. Il faut la masse. Je veux dire, si tous ceux qui sont là ce soir, ils sortent sur des ronds-points demain, ça va donner... Et c'est pas un hasard. Je fais un film parce que je crois à l'utilité de l'art dans la politique. Je fais un film dans ce moment-là parce que je pense qu'il va ça peut être un outil pour fédérer, pour amener du monde. Chacun fait sa part avec ce qu'il sait faire. Il y en a qui ont construit des caravanes sur les ronds-points et je trouvais que c'était un merveilleux art populaire. Vous savez, parce que moi, vous pouvez me donner une scie, un marteau, et me laisser pendant 3 mois avec, et il n'en sortira pas grand-chose. Bon, vous me donnez un stylo et une caméra, c'est un peu différent. Donc chacun vient avec ce qu'il sait faire. Et moi, j'apporte ça au milieu du mouvement. J'apporte ça en me disant, les gens vont voir ça, ils vont se sentir fiers, ils vont se sentir beaux, ils vont se reconnaître là-dedans, ils vont se dire que ce qu'on fait est juste, à l'inverse de ce que racontent les médias à tire-larigot, et ça va aider à fédérer. On est déjà du monde ce soir. Peut-être parce que je passe et puis parce qu'il y a un film derrière. Donc on va voir si ça aide à ça. On met les gens ensemble, là, vous allez être ensemble, et puis vous allez repartir chacun de votre côté, puis on va retourner un nouveau truc pour vous mettre ensemble. C'est comme si une vague passait et le château de sable était démoli en permanence. Emmanuel Macron a été dans une séduction de la caste pendant 20 ans. Son travail central pendant 20 ans a été de séduire un à un les piliers de la caste. Il a séduit les piliers de la caste parfois en faisant des cadeaux avec de l'argent public. Il les a séduits un à un et il avait la carte royale quand il s'est présenté à l'élection. Il y en avait qui hésitaient, qui se demandaient Fillon-Macron, puis quand Fillon il a planché, c'était clair qu'il fallait tous se rabattre sur Macron. Voilà ce qui s'est passé. Bon, et puis après, une fois que les hyper-électeurs se sont réunis et ont décidé de ça, il faut une deuxième consultation à envoyer par le peuple. Tout ça, bon, voilà, il faut une validation, quoi. Ça a été validé. On sait que Emmanuel Macron dîne une fois par semaine avec Bernard Arnault. Du moins, il dînait dans une biographie qui révèle ça quand il était ministre de l'économie, entre autres, ministre de l'économie socialiste de François Hollande. Toutes les semaines, il bouffe avec la première fortune de France, 4e fortune mondiale. Ça dit quelque chose. Mais enfin, c'est tous les jours la forteresse Drahi, la forteresse Bolloré, la forteresse Niel, la forteresse Lagardère, c'est le MEDEF, c'est la Commission européenne, c'est éventuellement le Conseil constitutionnel. Tout ça, ce sont des forteresses de l'ordre. Vous voyez? Donc l'ordre oligarchique, il est installé au niveau national, il est installé au niveau international. Donc pour le mettre en péril, il faut rassembler nos forces. Il faut y aller, il faut canaliser, il faut mettre tous enfants. Un gilet vert, gilet rouge, gilet jaune, gilet, toutes les couleurs. Et puis voilà, il faut rassembler. Mais nous avons 2 divorces à résoudre. Nous avons un divorce qui est un divorce interne aux classes populaires. C'est quoi? C'est tant qu'on parvient à faire se regarder en chien de faïence les quartiers populaires avec, disons, des enfants d'immigrés à l'intérieur et les périphéries urbaines blanches, on perd parce que les classes populaires sont divisées. Et la deuxième chose qu'on a à résoudre, c'est un divorce ou une séparation entre la classe intermédiaire ou la classe éduquée et les classes populaires. Et le fait marquant pour moi, 2 faits marquants dans 3, tiens, pour analyser le mouvement des Gilets jaunes rapidement. Il y a la fracture Paris-Province. Et Macron a la chance que l'Élysée soit installé à Paris plutôt qu'au Puy-en-Velay. Ah oui. Et moi, je suis pour une délocalisation. Vous savez, on parle de décentralisation. Et bien moi, je suis favorable à une décentralisation de l'Élysée au Puy-en-Velay.
Ça lui donnerait une autre température du pays, vous voyez. Deuxième truc dans ce mouvement, c'est le silence de la classe intermédiaire, de la classe éduquée. Alors, il y en a dans cette salle, j'en suis, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des exceptions qui se sont solidarisées avec ce mouvement. Il y a des intellectuels, il y a Lordon, il y a Todd, il y a quelques-uns qui ont parlé. Mais enfin, il n'y a pas eu des tribunes à jet continu dans les médias. Il n'y a pas eu des protestations massives, il y en a eu, hein, mais d'avocats sur les atteintes aux droits. Il n'y a pas eu des tas de juristes qui se sont rassemblés en séminaire pour dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays. C'est une minorité. Et de toute façon, il suffit de regarder les sondages. Au fond, il se passe aujourd'hui ce qui s'est passé sur le traité constitutionnel européen en 2005, c'est-à-dire qu'une vaste adhésion des classes populaires au mouvement des Gilets jaunes et une classe intermédiaire éduquée qui le regarde avec distance, pour le moins. Et voilà, donc on est dans ce temps-là. Et il faut le constater. Moi, je pense que on n'a eu aucun moment progressiste dans notre histoire sans qu'il y ait cette jonction, friction, union compliquée entre classe intermédiaire et classe populaire. La Révolution française, c'est la bourgeoisie, en effet, les avocats qui représentent le tiers-état à l'Assemblée nationale. Mais dehors, c'est le peuple qui prend la Bastille et c'est le peuple des campagnes qui fait la grande peur. Le Front populaire, ce sont les intellos qui disent non au fascisme. Et ce sont les prolos qui veulent les 40 heures et congés payés. Mai 68, c'est le mai 68 des étudiants et le mai 68 des ouvriers. Dans la rue, ça ne se passe pas dans les urnes. Et c'est un problème. Il faut les deux. Quand bien même un jour, vous auriez un président qui serait conscient des intérêts du peuple, qui en serait solidaire, qui serait habité par ça, qui voudrait vraiment des réformes progressistes sur le plan fiscal, environnemental, social, s'il est laissé tout seul à l'Élysée. Parce qu'en face, vous croyez que l'Empire Drahi, l'Empire Niel, l'Empire Bolloré, vous croyez que le MEDEF, vous croyez que le Constitutionnel, vous croyez que la Commission européenne vont arrêter de faire pression en face, de lui dire qu'il est fou, que ces mesures sont déraisonnables, qu'on n'avait jamais vu ça dans notre pays, qui nous conduit à la faillite. Ils vont répéter ça à jet continu. S'il n'a pas, à ce moment-là, un vaste appui populaire par des manifestations et ainsi de suite, il est cuit, le gars. Moi, je peux servir à défoncer la porte des ministères. Mais il faut qu'on me porte. Et il y a des moments où on se sent porté, d'autres moins. Oui, mais quand il y a la bagarre sur l'aéroport de Paris, en commission, je fais barouf. Je cherche la faille. Je passe pas comme une lettre à la poste. Je vais faire mes discours à la tribune de l'Assemblée. Mais derrière, il n'y a pas une grève à Orly, il n'y a pas une grève à Roissy, il n'y a pas 5 valises qui se perdent, il n'y a pas 3 Américains qui se plaignent. Je pense que l'égalité est en fait la valeur blessée dans notre France. Quand on a le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ses racines puissent dans une blessure qui est celle de l'égalité. Une égalité blessée depuis plusieurs décennies, d'une égalité où on vient nous dire avec la mondialisation qu'en fait les salaires des patrons ne sont pas assez hauts parce qu'il faut se comparer aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, et en revanche les salaires des travailleurs ne sont jamais assez bas puisque eux, il faut les comparer aux Roumains et aux Indiens. Et je pense qu'on a de manière vaste comme ça ce qui est au cœur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, ce point en tension, qui est un point blessé, qui est un point fragile, et que c'est ça qui fait glisser la France. C'est le sentiment que l'égalité aujourd'hui est en train d'être détruite. Vous savez, je discutais à Resson, dans mon parcours des Gilets jaunes, donc c'est encore en Picardie, c'était avant que j'aille vers le Grand Sud, avec des salariés, enfin avec des gens, des Gilets jaunes autour de moi, qui venaient de construire leur cabane, et je leur disais, mais je suis sûr que si on était dans l'après-guerre, vous accepteriez de travailler 50 heures, vous accepteriez, s'il y avait la France à rebâtir, de donner 1 jour de congé, 2 jours de congé, 3 jours fériés, vous accepteriez tout ça, vous accepteriez les contreparties au chômage, il n'y a pas de doute que vous accepteriez tout ça. Comment l'accepter dans une France où les 500 premières fortunes ont vu leur patrimoine être multiplié par 7 en 20 ans, pendant que, dans le même temps, le patrimoine des Français moyens stagnait. Et ça, c'est challenge, vous voyez. J'ai des revues marxistes comme ça. Je cite challenge parce que quand c'est dans le news de l'économie, ça vaut quand même le coup. Le constat saute aux yeux. Le patrimoine des ultra-riches en France a considérablement progressé depuis 2 décennies.
La valeur des 500 fortunes, passée de 80 à 570 milliards, a été multipliée par 7. Des chiffres qui témoignent du formidable essor des entreprises au bénéfice de leurs actionnaires. Cette prospérité de l'élite des fortunes contraste avec le sort du reste de la population. Le patrimoine médian des Français, lui, a stagné depuis 1996. Les 500, qui ne comptaient que pour l'équivalent de 6% du PIB en 1996, pèsent aujourd'hui 25%. De 6% du PIB, on est passé à 25% du PIB en 20 ans, et ça c'était à l'arrivée d'Emmanuel Macron. L'année suivante, dans le même classement de challenge, grâce aux mesures d'Emmanuel Macron, on passait à 30%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a une mondialisation qui produit une montée des inégalités. Et normalement, la politique, elle devrait être là pour freiner cette pente. Et à l'inverse, les décisions prises par Macron viennent l'accélérer. On est en vérité face à une classe qui a fait sécession. On a une minorité agissante, une minorité dominante, qui a fait sécession du reste de l'humanité. Aujourd'hui, on en est à un point où, en fait, on organise un exil fiscal de l'intérieur. Ce qu'on peut le plus taxer, c'est vous, c'est moi. Vous n'allez pas partir à Malte. Moi, j'ai mes 2 enfants en garde alternée à Amiens. Pour partir en Irlande, ça va être un petit peu compliqué, vous voyez. Et je parle pas des Bermudes. Bon. Donc, de ce fait-là, eh bien, nous pouvons être taxés. Taxés comment? Une hausse des impôts locaux. Taxés comment? La CSG. Taxés comment? La TVA. Et évidemment, dès qu'il y a eu le mouvement sur les Gilets jaunes, j'ai ressenti non pas un refus de l'impôt, mais un refus de l'injustice de cet impôt. Quand on a un impôt sur les sociétés qui est passé de 50% au milieu des années 80, 50% au milieu des années 80, à aujourd'hui 25% comme taux affiché, mais en vérité, on sait qu'on est à 8% maximum pour les multinationales du CAC 40. Donc voilà, plus on est gros, moins on va payer d'impôts. Donc il y a une évidente injustice fiscale qui s'est installée, notamment du fait de la mondialisation. Mais donc c'est une sécession des revenus, c'est une sécession fiscale, c'est aussi une sécession géographique. Je raconte toujours que mon film Merci Patron est entre autres tourné à Flix-Secours, qui est une commune d'ailleurs qui est au centre de ma circonscription, et je suis très fier d'être un élu de Flix-Secours. Bernard Arnault qui a repris Flix-Secours. Eh bien, Bernard Arnault est invisible, évidemment, à Flix-Secours. Il a son hôtel particulier à Paris, mais il a son appartement à New York, il a sa villa à Saint-Tropez, et il a une île dans le Pacifique pour passer le réveillon. On n'a pas non plus... Oui, voilà, on peut les voir, parce qu'il y a des films qui retracent ça éventuellement, mais... Et du coup, du fait qu'on ne les voit pas, qu'on ne voit pas leur richesse, on ne peut plus construire de manière aussi naturelle, aussi immédiate, le conflit capital-travail. Je dirais que pour moi, Macron a rompu le contrat social. On se retrouve issu de la projection avec François normalement, et je lui laisserai largement la parole parce que c'est quand même moi qui suis sur le boulot derrière pour faire tous les débats. Hein, ouais, parce que Gilles il est rendu à son 3e, François il fait le malin là-bas de sa personnalité. Quand j'étais chez Whirlpool, ma campagne s'est déroulée pendant la délocalisation de l'usine Whirlpool à Amiens. Quand j'allais aux portes de l'usine, il y avait pas mal de salariés qui s'en prenaient aux réfugiés ou aux assistés. Et je leur demandais, qui est votre adversaire ? Ce sont les réfugiés qu'on voit à la télé, qui traversent le département, qui vont à Calais. Ce sont les assistés que vous avez chez vous parce qu'ils ont du mal à trouver du boulot. Ou bien c'est Jeff Fettig. Mais ils ignoraient le nom de Jeff Fettig, le patron de Whirlpool, qui se trouve aux États-Unis, à 6000 km de là. S'ils avaient eu ça en face de leur usine dès qu'ils sortaient, ils auraient su immédiatement quel était leur adversaire. Et donc c'est l'une des fonctions politiques que nous avons à remplir, qui est en permanence de montrer ces liens invisibles parce qu'il y a eu sécession. Mais la sécession, elle se fait aujourd'hui pour une autre raison, qui est le climat. J'ai une amie qui s'est rendue à la City, parmi les traders, et qui me raconte que les traders investissent aujourd'hui en Norvège. Pourquoi ils investissent en Norvège ? Parce qu'ils savent que le réchauffement climatique prendra plus de temps là-bas. On est dans un temps d'effondrement de notre civilisation, enfin moi j'en suis tout à fait convaincu,
quand des civilisations s'effondrent, l'oligarchie ne change pas de cap parce qu'elle est convaincue qu'elle va durer. Et de fait, dans les faits, l'oligarchie dure plus longtemps. Elle a quelques décennies, du fait de son accaparement, des lieux où elle arrive, qu'elle parvient à acheter, elle a quelques décennies d'avance. Donc voilà, il y a aujourd'hui une sécession géographique qui se fait aussi pour des raisons climatiques. Les hommes qui prennent des décisions n'ont pas à affronter les conséquences de leurs actes. C'est une délégation du crime. Je serai pour un texte de loi qui les force à repasser 1 ou 2 ans après pour voir ce que sont devenus les gens. Et pour moi, le fait que notre président se soit auto-attribué l'adjectif jupitérien. Moi, je dis souvent que Emmanuel Macron est l'incarnation de l'hubris. L'hubris, chez les Grecs, c'est la démesure. C'est le moment où le héros se prend pour un demi-dieu, en fait se prend pour un dieu, et voilà, c'est Oedipe. Il y a dans la tragédie, le héros, il est frappé par les dieux, et il est frappé d'une malédiction. C'est Oedipe qui se crève les yeux. Ça, c'est dans la tragédie grecque, c'est un rôle qui est dévolu aux dieux. Et donc comment on fait? La question, c'est comment on fait pour les ramener sur le sol commun. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui les ramènera sur le sol commun, c'est le peuple. Et c'est bien l'enjeu de la lutte qui est engagée en ce moment entre, pour moi, la démocratie et l'oligarchie, entre la démesure et la décence commune. C'est la bagarre qui est entamée depuis quelques mois entre les gilets jaunes, notamment, qui en sont les représentants, puisque c'est que ça se produit par un espèce de phénomène de délégation. On a une minorité gilets jaunes qui est soutenue par une majorité des Français, mais enfin c'est quand même par délégation, parce que Macron, c'est comme s'il y avait eu une première élection, c'était les grands électeurs qui s'étaient réunis et qui avaient décidé pour qui on devait voter. Je te trouvais ultra courageux pour pouvoir... Oh, je te remercie. Julien, tu vois, je veux dire, j'ai un boulot qui n'est pas facile, je l'admets. Non mais attends, les gens qui se les caillent sur les ronds-points pendant des mois, je veux dire, chapeau. Les gens qui vont dans les manifs et qui se prennent les tirs de LBD, chapeau. Peut-être que je suis plus à l'aise comme ça, donc partons-y comme ça, hein, tu vois. Mais au début, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, à un moment, Mélenchon il a dit « c'est un métier dur que nous avons ». Quelque chose comme ça, c'est un rôle dur que nous avons. Et moi, j'ai rigolé. Putain, métier dur, t'as la cantine, t'as le voyage tu prends le train en première classe, tu vois. Tu vois, moi, avec cette mythologie ouvrière, tu vois, t'as les goudieurs qui se lèvent à 4h du matin, tu vois, tout ça, tu dis bon, ça va, quoi. Mais en fait, quand même, je veux te dire, le boulot n'est pas facile, quand même. Tu vois. On fait un film. Dans un film, moi, je veux un méchant. Il n'y a pas de bon film sans un bon méchant. J'ai un grand méchant président, je le prends, tu vois. Donc voilà, il y a une fonction dans le film qui est une fonction où, pour moi, il faut passer de l'univers des pauvres à l'univers des riches. Il y a énormément de situations que je voyais aux urgences et de gens qu'on ne voit pas en fait. Alors on les voit dans Fakir, mais on les voit pas à la télé, on les voit pas. Bon, et là, c'est ça qui est magnifique dans ce film qui apparaît, c'est que moi je voyais les mêmes gens, et t'as une nana qui travaille à la DNF, mais vraiment j'avais mon univers professionnel sous les yeux, les gens que je vois, que j'entends pas, qui du fait de conditions de vie précaires, conditions sociales fragiles, sont plus vulnérables. Et ces gens-là, on les retrouve aux urgences, à un moment donné. Donc ça, c'était vraiment un commentaire sur... ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de voir ces gens en lumière, qu'on leur donne la parole. Et effectivement, c'est ce qui, je pense, à l'essence même du mouvement des Gilets jaunes. Ce film, il est poignant par moments, mais il est aussi plein d'espoir. C'est comme ça, parce qu'il fallait que... C'est vrai que le film, ça aurait pu vite être le catalogue des misères. Et c'est vrai que, ça, je suis obligé de faire des éloges à François, mais c'est vrai que... On a toujours, bon ça c'est vrai que dans les films aussi, j'essaie toujours de porter de l'espoir et tout comme ça, mais c'est vrai que dans ce type de film, mettre une petite dose d'humour au bon moment, ça fait du bien aussi. Et puis ces gens, ils ont beau être dans la misère ou dans la difficulté, ça reste des êtres humains, ils ont besoin aussi de rigoler, on n'est pas obligé d'être toujours dans la compassion, l'empathie, puis d'aller tous au fond du trou. Croyez-vous que ces gens ont dû en prendre dans la figure pendant autant d'années sans jamais rien dire? Je ne pensais pas à un moment
que les gens qui sont comme ça allaient se réveiller. Il y a une dame dans le film qui dit qu'elle attend ça depuis je ne sais pas combien de temps. Mais tout le monde attendait ça. Croyez-vous que l'autre là-haut est assez méprisant pour arriver à soulever une population comme ça? Hein, c'est énorme, énorme. Et c'est vrai, je connais cette fraternité. Et cet échange d'opinions, les gens s'intéressent à la politique et s'enrichissent les uns les autres. Là, c'est le moment où les personnes qui, je le dis dans le film, et qui étaient dans la honte privée se retrouvent dans la colère publique. C'est le moment où les isolés, les auto-entrepreneurs, les auxiliaires de vie sociale, les intérimaires, les personnes handicapées font du collectif. C'est le moment où les muets deviennent bavards, et c'est surtout le moment où celles et ceux qui étaient le plus accablés par le fatalisme, qui étaient sous la chape de plomb de la résignation, se remettent à être empreints d'espérance. C'est ce temps-là. C'est ça que je viens montrer. C'est le passage de l'intime au politique. Ça rejoint ce que disait la personne tout à l'heure sur les urgences. Moi, qu'est-ce qui m'a intéressé? Ça fait 20 ans que depuis que je suis reporter à Pakir, ces personnes, je les vois. Donc, voilà, donc c'est ça que je viens saisir, en effet. Effectivement, nous, on a mis l'accent à fond sur les moments les plus forts, les personnes les plus fortes qu'on a, mais toujours dans le but d'en faire un film avec toute notre subjectivité.